Alors ce soir, je suis très heureux d'avoir non seulement un conservateur, mais deux. Donc notre ami Michel m'a présenté Anne Zali, qui ont fait tous les deux un travail extraordinaire. Vous l'avez aperçu, ce monument-là, qui pèse 4,2 kg quand même, et qui est une mine de renseignements. J'ai commencé à le lire, mais je n'ai pas fini. J'ai d'abord regardé les images consciencieusement, et après je commence la lecture. Mais vous allez voir, il faut d'ailleurs parfois un dictionnaire parce qu'ils emploient des mots très savants qu'on ne connaît pas. Mais on y arrive. En tout cas, je vais leur passer la parole. Ce sont deux amis formidables, Anne Zali et Michel Melot. Voilà, tous les deux conservateurs à l'APN. Voilà. Et moi, je voudrais donner un troisième nom. Notre voisin qui nous a dépanné s'appelle Louis Coulet. Il s'appelle Louis. Et merci à Louis d'avoir prêté son ordinateur, parce que là, sinon, on était perdus. Je passe la parole à Michel et Anne. D'accord, ben écoutez, non, moi je vais commencer par un petit préalable, c'est que c'est le livre en tant qu'objet que l'on étudie comme ça, parce que moi, que je fais des conférences au XXe siècle, c'est-à-dire voilà, pas si longtemps, on me disait « Ah, vous avez parlé du livre, mais ça n'a aucun intérêt. Le livre, maintenant tout le monde sait qu'il est fini. Maintenant, on va passer à l'audiovisuel, à l'électronique. Il n'y a pas eu de problème pour ouvrir ce livre, alors qu'ouvrir l'ordinateur, c'est tout plus compliqué. Donc, on dit c'est pas la peine d'étudier le livre maintenant, le livre c'est fini. Or, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire entre le passage du XXe et du XXIe siècle. Il s'est produit un phénomène étonnant, alors qu'à la fin du XXe siècle, on nous disait le livre c'est terminé. Au XXIe siècle, on n'a jamais autant produit de livres que jadis. Moi, quand je suis rentré à la Bibliothèque nationale, c'était dans les années 60, je regardais le dépôt légal, il y avait 18 000 titres chaque année, en français. Aujourd'hui, il y en a 90 000 titres français chaque année. Donc, vous voyez que la production de livres s'est prodigieusement augmentée. C'est la même chose dans tous les autres pays. J'ai vérifié les statistiques de l'UNESCO, c'est pareil avec les livres espagnols. Donc, on n'a jamais autant produit de livres qu'aujourd'hui. Alors, il y a un phénomène là. Alors qu'on nous disait que tout allait passer, et on voit bien le succès du téléphone portable, de l'ordinateur, et voilà, ça n'a pas du tout compromis, ni même concurrencé le livre papier, les livres. Alors, on essaie dans cette étude, d'essayer de vous montrer en image pourquoi le livre a ce privilège de rester irremplaçable et qu'aujourd'hui, aucun outil électronique soit-il ne peut aujourd'hui remplacer le livre papier. Je vais essayer de donner quelques éléments pour comprendre pourquoi un livre est totalement différent d'un écran, qu'il le remplace totalement, et même plus. D'abord, le livre, comme vous voyez, il a une forme mathématique. C'est un quadrillage carré, un rectangle, et qu'on a appelé aussi le rectangle pensant, parce que ce rectangle a des propriétés particulières. Bon, alors, on voit bien que, effectivement, ça ressemble au corps humain. Vous voyez les pages figurées par les vertèbres de cette dame. Et d'autre part, ce qu'il y a aussi de commun avec l'ordinateur et le corps humain, c'est la symétrie. Le livre est symétrique. Vous voyez là l'exemple. Voilà. Le livre est symétrique comme le corps humain. Donc c'est un schéma du corps que l'on a ici. Parfois de façon un peu grivoise, ce recueil de poèmes qui s'appelle Le doigt dedans, et qui a eu du succès dans les années 1900. Voilà, donc il y a
Alors, certaines maîtres qui étudient le symbolisme du livre expliquent que quand on met son doigt dans le livre pour marquer la page, c'est pas uniquement pour garder la page, c'est aussi parce que finalement c'est un signe assez symbolique. Aussi, ce que le livre a de différent avec l'ordinateur, c'est qu'il est fait avec des matières organiques. L'ordinateur, il est en métal, avec l'électricité. Le livre, lui, ce sont des matières organiques. Alors généralement, c'est du papier, de la colle et de la peau pour le livre. Mais ça, c'est tout à fait spécifique au livre. Et c'est important parce que c'est peut-être une des choses qui explique notre attachement au livre. Voilà, ces mots portent à ce qu'on appelle les livres d'artistes, c'est-à-dire des objets qui n'ont plus vraiment la forme d'un livre, mais qui sont en papier. Ça, c'est une boîte de papier qui est une forme de livre. Alors, ce livre, il se déploie, et c'est très facile de faire un livre. Je peux prendre une feuille de papier, et on ne peut pas faire ça avec un ordinateur. Là, voilà, j'ai une feuille. Alors, cette feuille, c'est très simple. Elle est plane, il y a deux surfaces. Si je le plie une seule fois, il a 4 faces. Donc il passe en 3 dimensions. Et avec un simple geste, la dimension unique passe à 4 dimensions. Ça, on ne peut pas faire ça non plus avec un ordinateur. Mais pas forcément. J'ai une petite fille avec qui je joue à l'ordinateur comme ça, et un jour que je lui ai montré, je lui ai dit, lis-moi une histoire, alors j'ai pris mon livre, et j'ai ouvert mon livre comme ça, et elle m'a dit, mais non papy, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Donc elle avait, déjà assimilé la forme de l'ordinateur pour remplacer les livres. Donc on a une formule qui est tout à fait différente, et à partir de ce pli, qui est tout à fait la forme de la pensée, parce que à partir du moment où on peut plier un livre, c'est ce qu'on appelle la dialectique. On peut questionner, répondre et faire des suites. Voilà ce que ça peut donner avec des livres d'artistes un peu audacieux, ou bien avec des livres plus conséquents. Ça, c'est un livre de géographie, d'astronomie. Quand on ouvre les livres, ils se déplient, mais ce sont uniquement les plis. Alors, il y a aussi la forme en général et le quadrilatère. Mais le quadrilatère, il peut être très très différent. Là, voilà un manuscrit récent, des années 50. C'est le livre que vous connaissez peut-être, qui s'appelle On the Road, de Jack Kerouac. Il a tapé son texte sur une machine spéciale qui était faite pour des dépêches de presse. Et il a fait un rouleau comme ça qui fait, je crois, 3 km. Et alors après, on l'a édité en un livre normal, mais on est toujours dans la forme du quadrilatère. Alors, je vais aller un peu plus vite pour quand même on arrive à raconter une histoire que j'aime beaucoup et qui montre bien la similitude du corps humain, l'assimilation du livre au corps humain. C'est cette histoire, Francesco de Rimini, c'est une vieille histoire du Moyen-Âge qui est racontée dans l'enfer de Dante. Alors voilà l'histoire de ces deux amoureux qui sont en train de lire. Rien de mal, ils ont ouvert le livre et ça va les mener très loin. Alors, vous voyez déjà la position de la main, qui justement s'oppose à la fermeture du livre, comme tout à l'heure le doigt. Alors, cette scène de Francesca Rimini, très connue, elle a été reproduite des dizaines de fois par des peintres.
Au début, c'est ça. Le livre, il est plat. Il s'étale confortablement sur les genoux de la dame. Et puis, là, l'amant est un peu plus audacieux et le livre est complètement déplié. La main ose aller plus avant. Alors, vous savez, le vocabulaire du livre dit bien tout ça. Un livre, ça a des dos, une tête, une gorge. C'est les termes livres qui sont empruntés à la physiologie. Alors après, ça devient plus chaud. Voilà. Ça, c'est le baiser, peinture italienne du XIXe siècle. Et le livre est tombé. Le plus célèbre de ces tableaux qui ont traité le thème de Francesco et Rimini, c'est les deux Ingres, qui a fait plusieurs versions. Il y en a 7 de ce thème, qui a eu beaucoup de succès, puisqu'il a fait 7 fois le même thème, Francesco et le Rimini. Francesca et Rimini. Alors là, vous voyez, dans cela, déjà le livre, il est en mauvaise position. Il est au bout de la main. Elle le tient, on sent qu'elle se retient. Et dans une autre version de Ingres, eh bien, la main se relâche, et voilà le livre qui tombe. Dans la dernière de ces séries, le tableau de Cabanel, qui est un succès, alors là, le livre est déjà tombé, parce que derrière les deux amants qui lisent ce roman au Moyen-Âge, un roman déjà audacieux, derrière il y a le père de Francesca qui attend et qui va bientôt assassiner les amants. Alors voilà l'état dans lequel se trouve le livre une fois qu'il est tombé. Il est complètement déformé. Donc on a là, on voit que le livre est vraiment le remplaçant doublure de l'histoire du corps. Ce qu'évidemment une machine ne pourrait pas faire. Une doublure du corps qui a des limites, mais qui peut nous emmener dans des architectures complexes. Voilà l'ensemble de livres se trouve au musée de Prague, un artiste qui a fait un livre tunnel. Alors il y a 8000 titres, 8000 livres pour faire ce tube, et on a là, encore une fois, une fantasmagorie du corps humain à travers les livres. Certains artistes d'avant-garde font pire encore. Alicia Martin, qui fait des cascades de livres. Donc on voit des milliers de livres qui jaillissent de... Alors il y en a un qui vient dans un musée de livres à Amsterdam, je crois, il y a une comme ça, un jet de livres. Et peut-être le plus spectaculaire, c'est ce qu'on appelle le Parthénon de livres. Là, il y a 70 000 bouquins qui ont permis de reconstituer le Parthénon, grandeur nature, qui a été exposé à Berne, et qui est transportable, puisque, alors évidemment, c'est assez fragile, parce que tout ça, c'est du papier. Alors, chaque livre est enveloppé dans un cellophane pour tient le coup, je peux dire, mais on peut déplacer ce monument qui a exactement la dimension du Parthénon et qui a circulé. Ça, c'est le Parthénon des livres, qui, encore une fois, fait du livre le symbole de toute une pensée. Ce qui nous rapproche aussi le livre du symbole du livre, c'est la pierre tombale. La pierre tombale a une forme de livre, et là, ça m'est au Père Lachaise, je crois,
avec, souvent, il y a presque toujours, souvent, il y a une petite inscription sur une pierre tombale, avec à mes chers amis, à mes parents. Bon, là, c'est plus audacieux parce que c'est un cadran solaire qui a été posé sur la pierre tombale. Mais j'en connais d'autres, très, très émouvants, parce que c'est que c'est le symbole du corps enterré. Photo encore très curieuse. Celle-là, c'est pas un trucage, hein. C'est au moment de funérailles de Paul II, je crois. Et la photo, c'est pas un trucage. Le cercueil du pape avait été déposé sur la place Saint-Pierre et un photographe a pris une photo. Et sur le cercueil, on avait déposé une Bible. Alors là, on est tout à fait dans la logique du livre qui remplace le corps. C'est pas une statue, c'était... Alors, le reporter qui a pris cette photo a eu la chance d'avoir un coup de vent qui a fait s'ouvrir la feuille, ce qui est encore plus parlant, si on peut dire. Et donc, là encore, on a une assimilation complète du livre. Alors, plus ancien, voilà, une fresque qui est connue, à d'Albi, ce sont les damnés. Alors, d'un côté, il y a les élus, avec leurs livres ouverts. Vous savez, quand on va au dernier jugement, on ouvre son livre. Et là, ça peut bien se passer bien ou mal. Là, ça se passe plutôt mal, parce que ce sont les damnés qui ouvrent leurs livres. Et ça, on trouve ça dans la littérature. Ouvrez vos livres. Et on a le portrait. Voilà. Ça, c'est pas un livre, c'est une bibliothèque, donc qui est assez extraordinaire, en Chine, une bibliothèque ultra moderne. Alors, tout ce que vous avez sur le côté, là, ce sont des livres. Il y en a 300 000, je crois, regroupés dans des formes, mais c'est pas un trucage, hein, ni un dessin, c'est bien une photographie d'architecture, avec, on voit le bureau d'entrée de la bibliothèque. Donc c'est une ville de Chine qui est une petite ville de 3-4 millions d'habitants, comme le nôtre, assez éloignée du États-Unis, notre dîner. Voilà, une bibliothèque avec cette forme organique, je dirais. Et finir la boucle, ça c'est une photo de Tarzan. Ce sont des moines tibétains qui ont reçu de Londres le CD-ROM qui reproduit un manuscrit qui est d'origine tibétaine. Alors ils sont tout étonnés en train de regarder ce CD-ROM. Mais il est bien évident que le CD-ROM n'est pas sacré comme peut l'être le livre. Ils sont en train de le regarder curieusement. Voilà. Donc, simplement, j'ai insisté sur cette similitude, ce parallélisme total du livre comme substitution du corps humain, qui fait qu'on est attaché à un livre, beaucoup plus qu'à une machine. On a du mal à jeter les livres, parce que c'est une partie de soi-même que l'on donne tout le temps. On détruit des millions de livres, mais quand même, on a des livres qu'un livre chez soi, c'est un peu un membre de la famille. Et voilà pourquoi le livre a toujours autant de succès, pourquoi on achète encore des livres comme celui-ci qui sont pratiquement immanipulables, tellement beaux, mais néanmoins, c'est un objet qui me tient à cœur et qui, c'est le cas de ce livre de luxe, ceux-là qui sont des livres cadeaux, qui ont une valeur sentimentale autant que documentaire. Voilà. Donc, quand on a eu la commande de ce livre par les éditions Citadelle, moi j'étais un peu embarrassé d'accepter. On m'a dit, vous savez, il faudra 600 images, c'est-à-dire qu'il faudra fournir à peu près 3000, parce que les tris ne conviennent pas, ça dépend des prix, ça dépend de la qualité. Donc vous nous envoyez 3000 cotes de livres, et puis le texte évidemment.
Et moi, je me sentais un peu mal à l'aise. Et donc, je connais pas une mission. Il faut que je trouve quand même faire ce bouquin-là tout seul. Alors, j'avais une amie très chère qui travaillait à côté de chez moi, à la Bibliothèque nationale. Elle s'occupait du service pédagogique. Donc, elle connaissait bien. Elle avait fait, Anne Zali avait été responsable de cette magnifique exposition qui s'appelait La Bible, le Torah, le Coran. Livre de parole, Torah, Bible, Coran. Alors, c'était une magnifique exposition où la Bibliothèque nationale avait rassemblé tous ces livres sacrés du monothéisme. Et puis, aussi supervisé l'histoire du livre en 3 volumes de la Bibliothèque nationale. L'aventure des Écritures. Je connaissais bien ces livres, j'avais beaucoup d'admiration pour les travaux d'Anne. Alors, je vais d'abord, j'ai dit, écoute, est-ce que tu pourrais m'aider un peu, parce que moi, je suis mal parti. En plus, à partir de l'imprimé, moi, je connais un peu, moi, j'essayais de la gravure, donc la typo, ça me va encore, mais le manuscrit, je le connais comme tout le monde, bien sûr, mais je ne suis pas un spécialiste. Donc, est-ce que tu pourrais traiter les premiers chapitres, au moins, de ce livre un peu monumental? Et voilà, elle a accepté, ça l'a entraîné peut-être à son gré, je ne sais pas. Voilà, donc elle a accepté de faire ce marché. Elle a écrit les premiers articles, les premiers chapitres de ce livre qui concernent les manuscrits. Parce que tout ça n'est pas né avec l'imprimé, mais avec l'ordinateur. Voilà. Donc je vais vous laisser la parole pour qu'elle vous retrace un peu, avec les mêmes idées, de ce livre comme étudié comme objet et pas comme contenu. Parce que le contenu du livre, il n'a rien changé. Il y a même des bêtises dans les livres que dans les ordinateurs, c'est pas du tout une garantie. Être imprimé, c'est pas une garantie. Mais ce qui garantit, ce qui donne une valeur au livre, c'est la forme. Cette forme humaine et géométrique. Alors, Anne, je te laisse remonter à l'origine. Donc, je continue à partir de ce que Michel a évoqué et en partageant profondément avec son propos un émerveillement par rapport au livre. Et c'est cette espèce d'étonnement qui nous a vraiment rassemblés au cours de ces longues années de labeur. Mon idée, c'est de partir du lointain du livre. Le livre vient de loin, il vient peut-être du fin fond des grottes ornées, si on veut bien admettre comme hypothèse que les premières pages de notre histoire seraient ces grandes parois de pierre gravées où on peut apercevoir cette danse des mains comme une sorte de tremblement premier, de frémissement inaugural du livre, comme si tous les livres qui volent dans notre champ de vision se détachaient tous d'un premier grand livre originaire, archaïque, qui serait la matrice obscure, ce premier livre immobile, d'où tous les livres par après se détacheraient. Voilà, donc c'est une proposition plutôt rêveuse que réellement, voilà, c'est à prendre comme une ouverture, une fenêtre, un ailleurs, puisqu'on est ici pour s'en aller, s'envoler ailleurs. Donc, proposition de commencer à entrer dans cet univers ténébreux et lumineux du livre par cette danse de mains qui vient d'une grotte du Magdalénien, donc en gros vers moins 12 600 avant notre ère. Donc ancienneté du livre, caractère lointain, presque originaire du livre, comme si le livre était aussi né avec notre souffle il y a très très longtemps. Et pourtant on peut bien dire aujourd'hui que l'histoire du livre ne fait peut-être que commencer, puisque la révolution numérique a libéré le livre de son assignation à transporter du texte de manière obligatoire, et finalement cette révolution numérique elle est peut-être en train
de révéler le livre à sa propre matérialité irrégulière, vibrante, sa matérialité d'objet vivant et de corps dédoublé, comme l'a bien évoqué Michel. Donc peut-être qu'aujourd'hui le livre est juste en train de naître dans cette espèce de corporéité intermittente, dans cette dimension de corps mimétique, comme si le livre était ce jumeau obscur, ce corps dormant qui se réveille entre nos mains et qui serait en quelque sorte la métaphore pédagogique, on pourrait dire, de notre humain voyage. Donc mon propos là, il va se concentrer sur un objectif restreint, qui est de évoquer pourquoi on peut faire du livre un objet d'art et pourquoi l'histoire du livre relèverait de l'histoire de l'art, puisque c'était le projet de Citadel et Masno de faire un beau livre sur l'histoire du livre, là où on a envie de dire, mais un livre n'est pas nécessairement beau. Si l'on en croit les talmudistes, ce qui prouve que la Torah est vraie, c'est qu'elle est moche. Voilà. Donc il y a plutôt, du côté du livre, un adossement, un ordonnancement à quelque chose de plus austère, qui serait du côté de la vérité. Et bon, il y a matière à débat, à vouloir à tout prix faire du livre, qui n'est pas nécessairement un beau livre, un objet d'art. Donc, mon propos, c'est juste essayer de vous faire entrer dans cette idée que, même si tous les livres ne sont pas des beaux livres, on peut pourtant soutenir que tous les livres relèvent de l'histoire des arts, au moins sous 3 rubriques, sous 3 perspectives. La première, le livre est une forme pensante. La deuxième concerne la fabrique du livre, qui a longtemps été investi d'une forme de sacralité, investi comme un artisanat sacré. Et la troisième dimension concerne le livre comme mise en scène du discours. Donc je vais essayer d'aller vite, parce que j'imagine que votre patience a des limites, mais je vais quand même essayer d'illustrer ces trois aspects qui font que le livre relève de l'histoire des arts. Première dimension, le livre est une forme pensante. Michel a parlé de rectangle pensant. Ici, je voulais juste évoquer 2 formes qui sont très différentes, qui se sont succédées dans l'histoire du livre. On aurait pu en prendre d'autres, on aurait pu prendre la tablette mésopotamienne, cette petite argile, ce bâton d'argile qui tenait dans le creux d'une main. On aurait pu prendre les grands livres paravents des manuscrits d'Asie. Moi, j'en ai juste choisi 2. Le rouleau, d'une part, le rouleau donc, qui est la première forme du livre dans le monde méditerranéen et qui va perdurer en gros jusqu'au 4e, 5e siècle de notre ère. Et ce que je voudrais juste suggérer, c'est que le rouleau est porteur d'une pensée, d'une vision du monde. Ici, vous avez un rouleau égyptien, un fragment du livre des morts de Soutimès, où on voit que, en quelque sorte, le livre est la projection matérielle du flux continu de la parole. Donc il y a une espèce de livre coule comme une sorte de grand fleuve et il incarne la matérialité d'une parole. Il est continu. Le rouleau chinois a d'autres accents, d'autres insistances. Pour les Chinois, notamment pour la pensée taoïste, l'écrit est le dépôt, la coagulation des souffles. Et ici, vous avez un rouleau taoïste qui est une sorte d'équivalent du livre des morts, dont les caractères un peu mystérieux sont supposés être des caractères célestes, seuls aptes à permettre la conversation avec les invisibles ou avec les morts. Donc là, on a vraiment le livre comme quelque chose qui s'ouvre, un espace qui est entièrement disponible pour le dépôt des souffles, quelque chose de très
cosmique qui met l'homme en communion avec le monde dans une forme de respiration. Le livre respire. La page du rouleau chinois, c'est une page respiratoire. Chacun l'a créée au rythme de son souffle et de ses bras. Une autre dimension du rouleau, l'idée c'est de montrer que quand on choisit la forme du rouleau, cette forme, elle a en elle-même une signification qui est en amont du texte que le livre contient. Donc la forme à elle toute seule pense et rêve et produit, elle a un effet performatif. Ici, c'est tout à fait étonnant, on pourrait passer la journée sur ces rouleaux éthiopiens qui sont encore en vigueur aujourd'hui et qui sont de la taille de celui qui est malade, donc c'est des rouleaux guérisseurs. Si vous faites 1,80 m, vous allez voir un fabricant de rouleaux qui est en même temps guérisseur, et il va vous faire un rouleau, donc on appelle ça plutôt rotulus, les rouleaux verticaux, de 1,80 m. Donc vous avez là un alter ego, le rouleau est votre jumeau, votre double, et ce qui va se passer sur le rouleau doit agir sur vous-même pour produire la guérison. Là, la guérison, elle est supposée intervenir, ce que vous voyez là, c'est l'enceinte de Salomon. De Salomon, on disait qu'il avait suffisamment bordé son palais pour qu'aucun démon n'y pénétrât. Donc là, finalement, sur le double, qui est le corps du malade, on trace cette enceinte comme une espèce d'intégrité psychique à protéger, dans lesquelles les démons ne pénètrent pas. Et à l'intérieur, on trace le signe de la croix. Et sur les bords, vous voyez que dans les entrelacs, il y a 12 yeux qui sont les yeux de la lumière et de la miséricorde divine et qui viennent en quelque sorte protéger cette zone d'intégrité qui renvoie à la quête du malade, qui demande à ce que les démons cessent de l'attaquer et qui a besoin de pouvoir reposer en son centre dans une zone où il est en paix. Voilà, enfin bon. Juste pour dire que là, il y a entre le livre et l'homme une sorte de dialogue qui dit que ce qui se passe sur le rouleau va agir sur ce qui se passe à l'intérieur de l'homme. Donc, on ne peut pas faire mieux pour illustrer ce que disait Michel sur le livre comme corps dédoublé et cette espèce d'aller et retour. Quand on arrive au codex, donc dans l'histoire du livre, il y a quand même des étapes importantes. La première étape importante, c'est le passage du rouleau au codex qui se fait entre le 1er et le 4e siècle. Le rouleau développait une sorte de vision du monde respiré, continue, qui est à la fois la projection graphique de la parole, mais aussi une projection de l'unité du monde à l'intérieur du souffle. Avec le codex, tout ce bel ensemble se fracture, quelque chose se brise, se fragmente, et un autre mode de pensée advient. Vous voyez, ou vous ne voyez pas, non, la fabrique du codex, c'est des ensembles de feuilles de parchemin qui se plient et qui sont constituées en cahiers qui sont assemblés, cousus les uns aux autres et qui vont venir s'intégrer entre deux ais de bois qui sont ceux de la reliure. Et donc le livre codex, dans la forme que nous connaissons aujourd'hui, il se crée complètement à l'ombre du pli et à l'ombre de la reliure, donc il se développe comme une sorte d'intimité nouvelle par rapport au rouleau qui représentait souvent une forme d'usage public, de lecture souvent de type dévotionnel, parce qu'on entend la parole et on la reçoit, et la parole, elle a une valeur sacrée dans le monde égyptien, par exemple. Avec le codex, il en va tout autrement. La pensée se fracture et elle avance pas à pas, page à page, et celui qui lit, il a une main pour pouvoir noter, il a une page qui est fixe, il peut y revenir,
Donc il y a toute une pratique, le lecteur naît en quelque sorte avec le codex, il investit les marges et il peut se saisir d'une pensée et la critiquer, et il peut aussi s'adonner à une forme de lecture silencieuse. Ça va être une autre révolution dans l'histoire du livre, révolution plus discrète que celle du passage du rouleau au codex. C'est une révolution qui a lieu vers le XIIe siècle, où peu à peu la lecture se fait silencieuse, et ça va avoir des répercussions très rapide sur la naissance de l'imprimerie, puisque quand c'est l'œil qui prend la main sur l'oreille, on va beaucoup plus vite, et du coup il faut de plus en plus de livres, et du coup voilà, l'imprimerie est née en partie de ce besoin, de cette soif nouvelle de livres. Donc l'univers du codex, puisqu'on est dans juste l'idée que le livre est une forme pensante, le codex, il pense très très différemment du rouleau. Il pense à l'intérieur d'une pensée analytique qui découpe et qui décompose, mais il pense aussi à l'intérieur d'une pensée du secret, de l'intime, du protégé, à l'abri, où chaque page qui s'ouvre cache toutes les autres pages. Et donc voilà, le livre a réussi dans sa forme codex cet étonnant paradoxe d'être à la fois une machine à penser qui organise de manière très scientifique voilà, l'approche analytique, et en même temps une sorte de magnifique boîte à secrets, et de ce que Blaise de Vigenère appelait en son temps cette enveloppe qui cache les mystères adombrés sous l'écorce de l'écriture. Voilà, il y a cette espèce de mystère qui plane autour du livre. Je vais aller plus vite. Le codex, donc, forme pensante sous le signe de la clôture. On a vu que le rouleau, il roule, il se déroule, il se réenroule, il y a quelque chose d'infini, comme le mouvement de la mer, du sable. Avec le codex, il y a un début et il y a une fin. Et je trouvais que ce lion de l'évangile d'Echternach, qui représente le lion de Saint-Marc, bien sûr, mais on pouvait aussi le voir comme une espèce d'emblème de cette parole rugissante à l'orée du codex, qui se heurte au barreau étroit du livre, qui est constitué par ses arêtes, ses bords. Le livre a une fin, et le livre, l'étymologie du mot arabe pour dire le livre, Kitab, donc KTB, la racine trinitaire, elle signifie beaucoup de choses, mais elle signifie notamment quelque chose où on ne peut plus rien rajouter. Donc vraiment l'idée de la clôture, elle est au centre de ce codex. C'était bien les 3 lettres du mot fin qui désespéraient Proust. Donc première dimension, on a vu le livre est une forme pensante, on a vu juste 2 formes, le rouleau et le codex, et on a vu que ça ne pensait pas du tout pareil dans l'un et dans l'autre. Deuxième dimension qui rapproche le livre d'un objet d'art, c'est la pratique médiévale d'un artisanat du livre, que le christianisme, qui a investi le codex majoritairement, le christianisme a investi le scribe d'une fonction sacrée. Vous savez tous que le scribe dans l'Antiquité romaine, c'était en général un esclave. Avec la tradition chrétienne qui s'empare du codex, le modèle du scribe, ça devient l'évangéliste. Donc vous en avez un qui est très mignon ici, dans l'Évangéliaire de Charlemagne, donc une réalisation de la fin du 8e siècle, où vous voyez que Saint-Marc, encore lui, il a son petit lion qui l'inspire, et il vient frotter en quelque sorte son auréole contre l'auréole de Saint-Marc, et il y a vraiment cette idée que l'évangéliste écrit sous l'inspiration divine, et qu'il est le modèle absolu du scribe. À l'époque carolingienne, le scribe rejoue l'incarnation. Voilà. Donc il y a une théologie très 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 poussée et pour nous étonnante du livre. Celui qui écrit, il rejoue la descente d'une parole de feu
sur une peau animale. Donc il rejoue littéralement, il mime le drame de l'incarnation, donc cette descente du Verbe de Dieu, blanc, et sur une peau animale, et le scribe est celui qui va donc faire descendre dans l'animalité de la peau du parchemin la lumière et le feu de la parole divine. Donc on comprend que le livre relève de la splendeur d'un objet d'art avec une telle image. Le livre est aussi un objet du salut dans la tradition chrétienne, ce qui lui donne aussi une valeur particulière. Et ici, vous avez, à la fin d'un livre qui est de Raban-Maure. Raban-Maure, c'était un abbé qui avait sous sa tutelle 700 à 800 moines de l'abbaye de Fulda, et il a voulu faire pour eux une sorte de pédagogie en images, et dans sa pédagogie, la croix était au centre. Donc il a réalisé le De Laudibus Sanctae Crucis, qui est le louange de la Sainte Croix, et donc tout son livre est une série d'anamorphoses, donc c'est des poèmes figurés. Chaque poème figuré est organisé autour de la figure centrale de la croix, qui se confond au fil de ces 28 anamorphoses. Elle se confond avec la verticale horizontale qui caractérise le livre, enfin cette perpendiculaire qui se retrouve dans le livre. Et ici, vous avez la dernière image de son recueil, qui est son colophon en quelque sorte, où vous avez ici le petit moine en prière qui se représente. C'est un des premiers colophons de cette sorte. C'est Raban-Maure lui-même qui se représente avec des mains immenses d'artisans. Poète, il a fait ça, donc il offre son œuvre. Et la particularité de cette image-là, c'est que le texte, il est à la fois en continu comme ça, et en même temps, à l'intérieur des dessins, il y a un texte interne qui est comme un petit poème, mais ça peut quand même se lire toujours. Donc il y a un côté un peu performance calligraphique. Mais ce que je voulais juste dire là, c'est que le petit moine, enfin il n'est pas petit du tout, mais là il s'est fait tout menu, qui signe son livre, il a à cœur d'inscrire l'initiale de son nom au cœur du dispositif de la croix. Donc il y a une espèce de coup de force extrêmement discret, parce qu'on n'est pas obligé de le voir. Il a mis ici, donc il s'appelle Rabanus Maurus, et il a mis ici, il s'est arrangé, ici c'est un palindrome, donc tout le livre se replie à la fin, comme ça et comme ça. Et donc on est au cœur du palindrome, le livre est en train de se refermer comme un rouleau, et ce qui reste au centre de tout ça, c'est l'intersection entre la verticale et l'horizontale, et elle est remplie par la lettre M de Maurus. Et en même temps, donc il s'est mis au cœur du dispositif du salut, à l'endroit où la croix agit, parce que le M, c'est aussi la lettre même en hébreu, qui est la lettre des eaux matricielles, des eaux de vie, des eaux qui lavent, les eaux amères qui sont devenues des eaux de vie. Et quand on lit, comme c'est un palindrome, on y est invité, quand on lit le M en oncial à l'envers, c'est un oméga. Donc c'est en même temps pour lui une manière de se mettre au moment de la fin des temps, puisque l'oméga c'est la dernière lettre, on sait bien hein, dans l'Apocalypse, alpha, oméga. Et donc le petit moine si humble vient avec une espèce d'audace folle inscrire son nom, sa lettre initiale, pour être sauvé au moment du jugement. Donc il vient, comment dire, placer son œuvre au regard de l'éternité, d'une certaine façon. Là, c'est une vision plus profane du livre. On a un moine avec ses bottes, il est dans son lit. Bon, je trouvais que c'était joli de désacraliser un peu la fabrique du livre avec cette vision plus intime d'un livre qui est aussi sous le signe du multiple, là, puisqu'il est en train de faire une compilation, donc il rassemble plein de livres, et on n'est plus dans l'unicité un peu vénérable du livre. Troisième dimension,
par laquelle le livre relève de l'histoire des arts, l'histoire du livre relève de l'histoire des arts, c'est celle du discours mis en scène. Ce qui est en jeu dans le livre en tant qu'il serait à la croisée d'un art de l'espace et du temps, ce qui est en jeu dans le livre, c'est la mise en scène du discours, et ce qu'on voit apparaître au fil des siècles, à partir du 5e siècle dans le Codex, c'est la naissance d'un art visuel très singulier, qui, si vous comparez à la peinture, il y a une fabrique très particulière de l'image qui se fait dans ce format réduit, qui se fait dans cette proximité lancinante de l'image et du texte, et qui va faire que d'une certaine façon, l'image s'alphabétise, elle se plie aux contraintes de la narrativité, du séquençage, et que, à l'inverse, en face, le texte, lui, se fait spectacle. Donc il y a en quelque sorte une sorte d'échange de valeurs qui produit un art visuel très particulier qui va peu à peu s'installer en congédiant l'oralité. Et donc il y a ce moment dans l'histoire du livre, vers le XIIe siècle, où la voix des pages s'éteint d'une certaine façon. Donc là, c'est au début de la tradition chrétienne, 8e siècle, avec les évangiles de Lindisfarne. Donc on est quelque part aux confins d'une île écossaise, dans les grands vents du nord. Et là, vous voyez que on est dans la turbulence d'une naissance, dans le tumulte d'un début, comme si la parole, le verbe du Nouveau Testament venait de se poser sur ces îles très loin là-bas, perdues dans le grand vent, et vous voyez tous les bouillonnements, tous les tourbillonnements de cette parole qui vient se poser dans le petit étroit enclos de la page. Il y aurait beaucoup à dire, mais je pense qu'il faut que j'accélère un peu, non? D'accord. Donc là, on est encore dans cette oralité vibrante, bourdonnante, avec un air de résurrexie. Donc c'est un graduel au moment de la liturgie. Et vous voyez que le air participe complètement de l'oralité et du chant. Quand on est là, à la fin du XIIe siècle, avec cette Bible des Capucins monumentale, on n'est plus du tout dans l'oralité. Vous voyez là un arbre de Jessé, qui fait le L de Liber, donc c'est une lettre historiée, le L, et puis Liber se continue ici. Et là, dans ce L, vous avez rassemblé toute une synthèse de tout l'Ancien Testament. Voilà, là on est au début du Nouveau Testament, c'est l'évangile de Matthieu, la généalogie des 42 ancêtres du Christ. Et pour appuyer, étayer l'idée que le Nouveau Testament est une synthèse et une continuation de l'Ancien Testament, la lettre L de l'arbre de Jessé va résumer, synthétiser toute l'histoire des prophètes et des rois d'Israël. Donc là, vous avez Jessé endormi, du sein de Jessé endormi surgit le roi David, du roi David surgit Salomon, puis la Vierge, puis un Christ auréolé. Juste pour dire que là, c'est l'image qui pense, et l'image, elle prend... C'est elle qui fait texte en quelque sorte. Là, vous avez un texte qui raconte les 42 ancêtres, mais là, ici, l'image, elle va se servir dans l'Ancien Testament, chez Isaïe, et elle recompose. L'image vient se placer comme une sorte de théologie parallèle et de discours à soi tout seul. Donc, elle s'est émancipée par rapport à sa position de servante du texte. Et là, je voulais juste vous montrer en deux images un temps d'oralité triomphante. Donc là, c'est Saint Cuthbert au 7e siècle qui est en train d'enseigner à ses moines. Et vous voyez à quel point les corps sont vivants, il y a des inflexions. Les moines n'ont pas de livre, lui il a un livre mais c'est presque un coquillage au bout de ses mains, et tout passe par l'intensité des regards et des postures. Donc on est vraiment dans un dispositif de transmission corporelle extrêmement vivant,
on est dans la tradition orale. Et puis là, quelques siècles plus tard, en Sorbonne, 1480, Nicolas de Lyre enseigne à ses étudiants et vous voyez que tout est plombé. Il y a une espèce de solennité qui dégouline de partout et tous les étudiants ont un livre en main. Le savoir a été délégué entièrement à l'écrit et on voit bien que Nicolas de Lyre ne regarde absolument personne dans l'assistance. Chacun regarde son livre et tout se fait par la médiation du... Voilà. Donc il s'est passé quelque chose entre ceci et cela, et on voit bien que la culture visuelle a pris naissance à cet endroit-là, avec d'énormes conséquences que je ne vais évidemment pas détailler, puisque j'arrive à ma conclusion. Ma conclusion, c'est autour de cette idée que le livre peut être vu comme une sorte de laboratoire du visible, et que peu à peu, à l'intérieur de ce petit enclos du livre, le statut de l'image va changer, et que, après qu'elle se soit émancipée de sa servitude par rapport au texte, elle va partir à la conquête des apparences, la ville, les métiers, les corps, les costumes, les gestes, et qu'il y a ce moment bouleversant, je trouve, où la réalité s'invite dans les pages. On voit les fonds d'or des manuscrits qui se lézardent, qui se fissurent, et puis peu à peu apparaît le premier vrai arbre, et puis peu à peu... Enfin, voilà. Et là, vous avez une vie de Saint-Denis qui est assez connue, mais si vous aviez loisir de regarder, vous verriez qu'on y retrouve tous les petits métiers, le tonnelier qui sur la Seine, enfin voilà. Donc là, réellement, la ville s'est invitée dans les pages du manuscrit. Ici, c'est les grandes chroniques de France dues à un peintre qui est un vrai peintre pour le coup, un miniaturiste qui est aussi un peintre, Simon Marmion. Et juste là, c'est l'intensité des présences de cette scène qui m'a intéressée. C'est-à-dire, vous voyez les postures. Ici, c'est l'évêque Philastre qui vient présenter le livre au duc d'Orléans, qui lui a été commandé. L'évêque s'avance avec beaucoup d'assurance, alors que derrière, les petits bénédictins, ils sont là dans une posture confite en humilité, et que chacun a comme une sorte de grâce ou de présence particulière, et que toute la scène, elle est construite par un jeu d'échos, de couleurs, et qu'elle s'évase vers un paysage d'une finesse extraordinaire derrière. Donc voilà, tous les éléments de la réalité sont mis en vibration dans la miniature. Et pour terminer, avec ces très riches heures du duc de Berry, ici vous avez le mois d'octobre et les semailles, et pour la première fois, le corps humain est porteur de son ombre, la présence de la saison se fait sentir, le temps s'invite dans l'image, les corps sont spécifiques, différents pour le semeur que pour celui qui a avec son cheval herse le champ, et puis à l'arrière il y a les lavants, enfin voilà. Donc il y a la page s'est emparée du monde réel, et finalement, fin du diaporama, finalement on peut retenir de ça que le livre est un laboratoire du visible, et que dans ces espaces intermittents, le livre est un objet qui s'ouvre, qui se ferme, qui s'allume, qui s'éteint, et à l'intérieur de ces espaces, il fait apparaître et il fait disparaître, et c'est comme si un des messages du livre, c'était de nous apprendre la fragilité du visible, parce qu'il met en tremblement le visible, à tout moment susceptible de disparaître, et pourtant de rester quelque part. Voilà. Moi j'ai une question. Est-ce que toutes les images que nous avons vues, elles sont dans ce livre? Oui. Oui.
avec la plupart. Ah oui, oui. Et alors, moi j'ai bien entendu dire que quand vous parlez on passe de l'oralité à la lecture, beaucoup de gens ne savaient pas lire quand même. La lecture Donc vous avez besoin de l'oralité. Et on pensait que c'était égoïste de lire sans le dire à haute voix. Parce que c'était partagé, que celui qui savait lire avait un privilège qu'il devait partager aux autres. Et d'ailleurs, quand on lit les livres aux enfants, ils ont besoin qu'on tienne le livre, qu'ils mettent leurs mains sur le livre, ils ont besoin de la voix qui dit que c'est splendide plutôt que merveilleux. Voilà. Donc c'est l'association. Moi je trouve que le livre est vivant parce qu'il appelle à tous les sens. Le livre pour l'enfance montre bien ça, effectivement. Ce que les enfants aiment dans le livre, c'est pas seulement la lecture, c'est le feuilletage, parfois le chiffronnage. Le tactile. Ce que vous dites sur le livre qui fait appel à tous les sens, Oui. c'est quelque chose qui était très sensible au Moyen-Âge, où on considérait que le livre n'existait pas tout seul, mais le livre rituel, liturgique, j'entends évidemment, mais c'était un peu le modèle aussi. Oui, bien sûr. Il intervenait dans des cérémonies où il était lié à une sorte de chorégraphie, de déambulation, il était montré, donc il entrait dans la sphère visible, il était psalmodié quand il est, donc il entrait dans la sphère acoustique, mais il y avait aussi l'odeur du livre, l'odeur de l'encens. Le livre parfumé, ou empoisonné. Et il y avait toute une théorie qui considérait que finalement le livre était comme une sorte de corps synesthésique, et que c'était cette dimension synesthésique du livre qui était le gage du salut apporté par le livre, parce que c'était un avant-goût de la restauration paradisiaque. Donc il y avait bien cette idée parce que un corps synesthésique. Vrai Dieu, vrai homme, le corps, si on croit à la résurrection, il aura un corps magnifique. Non, mais c'était très intéressant. Et vous m'avez donné envie de lire votre livre, Le croisement des Écritures, l'aventure des Écritures. Parce qu'il n'y a pas de livre sans écriture. Donc ça commence comme ça. Voilà. Non, c'est très passionnant. Et j'achèterai le livre. On n'est pas intéressé au bordage. Non, écoutez, je sais pas. Je sais parfaitement que vous êtes bénévole. Ici ce soir, pour partager. Mais quand même, vous avez envie qu'on le. Ah oui, bien sûr. Qu'on le tienne. Bien sûr. Non, mais on est conscient qu'il est un peu cher, c'est ça que je veux dire. Mais ce qui est cher, c'est. Est-ce qu'il a été imprimé en France? Non, je ne crois pas. Imprimé en France. Parce que j'ai un ami qui avait fait imprimer un livre et les tarifs en Lettonie étaient beaucoup moins chers. Ah oui, que, voilà. La qualité, en Italie, ils sont très forts pour la qualité. Parce que ah oui, la qualité du livre. Le mérite de Suisse, c'est la qualité de la production. Plus de questions? On vous a endormi, c'est ça? Ouvre son livre. Ouvre ton livre, montre. Et alors, il y a un livre plus contemporain. Est-ce que c'est Sonia Delaunay qui nous fait le livre? Oui, c'est ça. C'est rien. Personne ne voit le livre. C'est évident. Le fameux livre, il faut l'ouvrir. Ben oui. Vous pouvez venir le regarder quand vous voudrez, et le feuilleter. C'est pas le moment de le lire, mais vous pouvez Non, non. le Est-ce feuilleter. qu'il a été traduit? Est-ce qu'il sera traduit? Non. Pour l'instant, il n'y a pas de projet de traduction. J'ai une question. En tout cas, Il y a une question ici. il y a une question, oui. Je me demande si vous connaissez les photos de Abelard Morel de Cuba. Il a fait des photos des livres comme art. Et je pense qu'il a fait des photos de livres de Alice in Wonderland et d'autres objets comme ça.
il vit encore, mais je l'ai fait. Vous donnez ce nom? Beau, très belles photos et très grand aussi. Il s'appelle Abelard, A-B-A-B-A-L-A-R-D, Morel, M-O-R-R-E-L-L-G. Très Du bon. livre comme sujet, comme motif de photo ou de peinture, c'est très très abondant, on peut pas en choisir. C'est bien dans la photo, oui. On en a éliminé pas mal avec beaucoup de regrets. Des photos de très belles photos de livres. D'autres questions? Dans l'art du livre, il y a aussi tous les accessoires. Parce que le lutrin, oui, la bibliothèque. Peut-être c'est autre chose. Oui. C'est un peu plus qu'un accessoire. Non, mais pour lire un livre comme ça, il faut un lutrin. Oui, donc je trouve que c'est. Il mérite un ferment ou en bois de sel en santal. Ben, merci beaucoup encore une fois. Ouais.